Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour la conférence d'aujourd'hui, nous recevons la docteure Yasmine Rebayine. La docteure Rebayine a complété un doctorat en 2014 en médecine à l'Université de Sherbrooke au campus Saguenay. Elle a aussi fait des études spécialisées en pneumologie à l'Université de Montréal et a obtenu son diplôme en 2019. En 2020-2021, elle a suivi une formation complémentaire, un fellowship en maladies pulmonaires rares, pneumopathie interstitielle et hypertension pulmonaire au CHU de Lyon, en France. Elle est pneumologue et responsable de la clinique de pneumopathie interstitielle de l'hôpital Charles-Lemoine. Elle est également professeure d'enseignement clinique à l'Université de Sherbrooke. La conférence d'aujourd'hui portera sur la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique et de la fibrose pulmonaire progressive à la clinique comme à la maison. Donc, décrire les traitements actuels reconnus, comprendre comment le médecin choisit le meilleur traitement pour soi, comprendre comment prendre en charge soi-même les effets secondaires des traitements et énoncer des pistes de solutions pour la gestion des autres symptômes. Alors, bonjour, docteur Rebayine. Bonjour. Bonjour. Au nom du groupe d'entraide, je tiens à vous remercier d'accepter d'informer et de transmettre vos connaissances aux personnes concernées par la fibrose pulmonaire. Alors, sans prendre plus de temps, je vous cède maintenant la parole et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci, Madame Bilodeau, pour la gentille présentation. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler pour la première fois. Madame Bilodeau m'avait expliqué que ce n'est pas la première conférence que vous avez par rapport à la fibrose pulmonaire. J'ai eu la chance d'aller sur la chaîne YouTube qui regroupe, dans le fond, les conférences enregistrées. Donc, je vous inviterai aussi à retourner la voir, celle-là d'aujourd'hui, si vous allez avoir des questions parfois qu'on n'aura peut-être pas pu... vous n'êtes pas nécessairement bien entendu, là. Donc, voici mes conflits d'intérêts qui n'influencent pas la présentation d'aujourd'hui. On a discuté un petit peu des objectifs tantôt avec Mme Bilodeau, mais grosso modo, dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que j'aimerais ça que vous compreniez le processus où est-ce que le médecin il réfléchit sur comment prescrire le bon traitement pour vous, puis comment est-ce qu'on gère les effets secondaires, puis comment est-ce qu'on peut faire ça en équipe, l'équipe médicale, puis vous, les patients. Donc, on va commencer par des petits cas cliniques. Donc, ce sont des cas fictifs, ce ne sont pas des vraies personnes. Je vous présente Pierre. Pierre a 65 ans. Il a travaillé comme électricien industriel. Il a fumé un paquet par jour à cigarette de l'âge de 20 à 50 ans. Puis, il a consulté son médecin parce qu'il se sentait essoufflé. C'est un essoufflement progressif, là, principalement lorsqu'il doit monter une côte. Donc, on va se rappeler de Pierre. Je vous présente aussi Nicole. Nicole, à ce moment-ci, elle a 55 ans. Elle vient juste de prendre sa retraite. Elle a travaillé comme secrétaire. Elle n'a jamais fumé. Elle a consulté son médecin dans un contexte de fatigue, de douleur aux articulations, d'anomalies au niveau de sa peau. On a fait plusieurs investigations, puis on lui a mis un diagnostic de sclérodermie systémique. Donc ça, c'est une maladie auto-immune. Puis 20 ans plus tard, maintenant, Nicole est rendue à 75 ans. Donc, ça fait 20 ans qu'elle est suivie pour sa sclérodermie. On lui a donné des traitements, puis elle les prend bien, elle les tolère bien. Mais depuis quelque temps, elle se sent essoufflée à l'effort. Elle sent que cet essoufflement-là est en train de se détériorer depuis 2 ans. Et là, dans le fond, les deux patients, ils ont consulté des médecins, ils ont fait un processus diagnostique. Donc, je ne vais pas passer dans les détails là-dedans parce que c'était l'objectif de la présentation de Dr. Assayag. C'est une présentation qui est disponible là, sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister. Donc, elle a passé beaucoup de temps à vous expliquer comment est-ce qu'on en vient à un diagnostic ou à un autre de maladie pulmonaire. Grosso modo, on se base beaucoup sur le questionnaire, l'examen physique, les prises de sang, l'aspect au scan des poumons, puis souvent, on en discute en groupe, donc avec d'autres médecins, d'autres pneumologues, des radiologistes, parfois des rhumatologistes. Parfois, on demande des examens complémentaires, puis on finit par avoir un diagnostic. Je vais essayer de vous faire une petite leçon d'anatomie pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par un diagnostic de fibrose des poumons. Donc ici, je vous présente un poumon. À gauche, ici, vous voyez un poumon. Quand on ouvre la cage thoracique, c'est ça qu'on voit. Puis à droite, dans le fond, c'est comme si on avait une petite radio pour voir qu'est-ce qu'il y a en dedans au juste. Comme vous voyez, il y a plein de tuyaux, hein, donc il y a la trachée, les bronches, puis au bout, il y a des petits points. Les petits
point, c'est les alvéoles. C'est à cet endroit-là que les gaz sont échangés, l'oxygène contre le CO2. En dessin, on le voit un petit peu mieux, hein, donc les tuyaux de la trachée, les bronches et tout, puis les petites bouboules qui sont des alvéoles. Dans le fond, quand on parle de fibrose pulmonaire ou alors de maladie pulmonaire interstitielle, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie qui touche l'espace entre les alvéoles et parfois les alvéoles elles-mêmes, mais ce n'est pas une maladie qui va toucher les bronches ou les bronchioles. Donc, pour faire un corollaire avec quelque chose que tout le monde connaît, c'est les arbres, hein. Donc, dans le fond, ça commence avec un tronc qui est notre trachée. Toutes les branches, c'est des branches. Les alvéoles que vous voyez ici, ben, c'est comme les feuilles d'arbres. Quand on parle de fibrose des poumons, c'est une maladie qui touche les feuilles et l'espace entre les feuilles d'arbres. Puis quand on dit fibrose pulmonaire ou alors maladie pulmonaire interstitielle, c'est quoi ces mots-là, là? Il y a plein d'affaires qui sont des synonymes. C'est des mots qui sont parfois interchangeables, parfois non. On va essayer de les décoder ensemble. Souvent, on va dire maladie pulmonaire interstitielle fibrosante. Parfois, on va dire fibrose pulmonaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Interstitielle, ça veut dire en lien avec l'interstice. C'est quoi l'interstice? C'est l'espace entre les alvéoles, ce que je viens de vous montrer, là. Donc, l'espace entre les feuilles d'arbres. Quand on dit le mot fibrosant ou fibrose, ça fait référence à de la cicatrice, hein. Donc, c'est vraiment une cicatrisation anormale à un endroit anormal. Et quand, parfois, les maladies pulmonaires interstitielles ne sont pas fibrosantes, des maladies pulmonaires inflammatoires. Dans ce temps-là, on ne peut pas dire le mot fibrose pulmonaire. Mais plus souvent qu'autrement, elles sont fibrosantes. Et donc là, on peut dire le terme fibrose pulmonaire. J'espère que j'ai clarifié un peu des petits termes là, pour vous. Puis quand on dit fibrose pulmonaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une maladie, c'est un groupe de maladies. Donc, ILD, en anglais, c'est l'équivalent de maladie pulmonaire interstitielle. Voyez-vous comment est-ce que ça se ramifie? Il y en a beaucoup, beaucoup des maladies pulmonaires interstitielles. Rassurez-vous, on ne va pas parler de toutes ces maladies-là aujourd'hui. C'est pour vous donner une idée là, de toute la réflexion qu'on doit faire avant de donner un diagnostic à un patient. La maladie la plus fréquente, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique, hein, que je viens de souligner ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie pulmonaire, la fibrose pulmonaire idiopathique, la FPI, là, pour les intimes, c'est la plus fréquente. Et dans le fond, c'est notre maladie de base, si on veut. Puis, c'est une maladie qui a tendance à progresser. Les autres maladies, certaines progressent, d'autres pas. Celles qui vont progresser, on va les appeler fibrose pulmonaire progressive, FPP, hein, je me suis trompée ici. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, fibrose pulmonaire idiopathique ou fibrose pulmonaire progressive, mais les deux, ce sont des maladies qui ont de la fibrose puis qui progressent. Je vous ramène encore une fois à la présentation de Dr. Assayag qui reprend tout ça un peu plus en détail. Donc, revenons à nos personnes. Donc, on a Pierre, lui, il s'est fait diagnostiquer un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. Puis Nicole, elle, finalement, on a considéré qu'elle avait une maladie pulmonaire interstitielle fibrosante liée à sa sclérodermie. Donc, la sclérodermie, c'est une maladie qui peut donner des maladies pulmonaires et parfois, ça peut progresser. Donc, dans son cas, elle n'a pas eu la chance, puis elle a ça, fibrose pulmonaire progressive. Comme je vous disais, dans le fond, l'évolution de la FPI, c'est une maladie qui est amenée à progresser. Quand on diagnostique quelqu'un, on ne peut pas prévoir à quel rythme est-ce qu'il va progresser. Est-ce qu'il va progresser bien lentement ou bien quand même assez rapidement ou alors par palier d'escalier. On ne peut pas le prédire. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de prévenir cette évolution-là, essayer de minimiser les choses. C'est pour ça qu'on parle de traitement. Il y a des traitements qui sont non pharmacologiques, ça veut dire qu'ils ne sont pas liés à des médicaments. Il y a des traitements qui sont pharmacologiques, donc qui impliquent des médicaments. Dans les traitements non pharmacologiques, on parle beaucoup d'informations quant à la maladie, hein. Quand on dit le savoir, c'est le pouvoir, ça prend tout son sens. Donc, en tant que patient, quand vous recevez un traitement, c'est très important de s'informer. Puis vous êtes le groupe parfait en ce moment parce que vous êtes en train d'assister à une conférence pour vous informer, justement. Dans les autres traitements non pharmacologiques, il y a l'oxygène, lorsque c'est indiqué, la réadaptation pulmonaire, la transplantation pulmonaire
et parfois à la fin, les soins palliatifs. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que Dr Mangana a fait une excellente présentation sur les traitements non pharmacologiques de la fibrose pulmonaire. Je vous invite à aller la regarder là, sur la chaîne YouTube. On va se concentrer un peu plus sur les traitements pharmacologiques aujourd'hui. Donc, il y a les antifibrosants. Il y a aussi des anti-inflammatoires qu'on appelle parfois immunosuppresseurs aussi. On va parler un petit peu aussi des inhalateurs, ce qu'on appelle plus communément les pompes. Maintenant, question. Quel traitement pharmacologique pour quel patient? En fait, ça va dépendre du diagnostic. Si on a un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique, c'est assez clair. C'est évident qu'il faut prescrire un antifibrosant. Si on a une fibrose pulmonaire progressive, si vous m'avez suivi un petit peu avant, je vous avais dit que n'importe quelle des autres maladies qui ne sont pas de la FPI, parfois, ils vont avoir un phénotype progressif. Hein, c'est-à-dire, parfois, ils vont progresser, mais pas tout le temps. Donc, ça va dépendre de c'est quoi la maladie à la base. Si à la base, là, c'est une maladie auto-immune, il faut d'abord traiter cette maladie auto-immune pour prévenir la fibrose et ralentir la fibrose. Si on a une pneumonie d'hypersensibilité, comme on appelle, là, donc c'est une maladie pulmonaire allergique, il faut arrêter de s'exposer à ce à quoi on est allergique, puis même considérer des immunosuppresseurs. Puis lorsqu'on a bien traité la cause de la maladie et que malgré ça, la fibrose progresse, là, on va parler d'ajouter des antifibrosants. Donc, j'espère que ça répond à une des questions, à savoir pourquoi est-ce que le médecin il m'a prescrit des antifibrosants à moi, puis pas à monsieur à côté de moi. Ben, c'est ça. Ça dépend du diagnostic en arrière de ça. Il y a une réflexion à avoir, là. Pour la fibrose pulmonaire idiopathique de Pierre, on lui a prescrit des antifibrosants. Pour ce qui est de Nicole, quand elle avait 55 ans et qu'on venait juste de lui diagnostiquer sa sclérodermie, on lui a prescrit un immunosuppresseur à ce moment-là pour la sclérodermie en général. Éventuellement, on s'est rendu compte qu'elle avait une maladie pulmonaire. On a gardé ses médicaments immunosuppresseurs. Malgré ça, sa maladie pulmonaire a progressé, c'est devenu de la fibrose. Là, on lui a rajouté un antifibrosant à ce moment-là. Donc, voyez-vous, la maladie de Pierre et la maladie de Nicole, c'est pas du tout la même. Mais les deux, ils sont dans la catégorie fibrose pulmonaire. Et les deux, ils ont fini par recevoir des antifibrosants, même s'ils n'ont pas suivi le même chemin. Parlons un petit peu plus des antifibrosants. Ce sont les seuls médicaments qui traitent la fibrose pulmonaire. C'est des médicaments qui sont approuvés par Santé Canada depuis presque 10 ans maintenant, là, 2014 pour l'un, 2015 pour l'autre. Puis, ce pas des médicaments qui sont encore en recherche. Hein. C'est des médicaments qui ont déjà été prouvés par plusieurs études internationales. La raison pourquoi est-ce que certains des médicaments ne sont pas délivrés par la pharmacie traditionnelle, c'est juste parce qu'ils sont quand même dispendieux, mais ils ne sont pas des médicaments en essai. Là. Il y a deux molécules qui existent, la pyrphénidone et le nintédanib. L'objectif de ces médicaments-là, c'est vraiment de ralentir la progression de la maladie. Ils ne vont pas améliorer la fonction respiratoire et pas vraiment les symptômes non plus. Il faut le voir un peu comme un investissement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dans le fond, lorsqu'on a fait les études cliniques qui ont prouvé l'efficacité de ces médicaments-là, on s'est rendu compte que les gens qui prennent la pyrphénidone, par exemple, c'est ceux qui ont la ligne qui est foncée ici, leur maladie, elle progresse quand même, mais beaucoup moins vite que les gens qui ne prenaient pas le médicament. On dit que ça progresse de 50 moins vite en un an. Quand je dis que c'est un investissement, donc dans le fond, c'est une façon d'essayer de garantir que notre fonction pulmonaire va être le moins altérée possible l'année prochaine que si on ne prenait pas de médicaments. On a démontré aussi la même chose avec le nintédanib. Hein? Donc, les gens qui prenaient le médicament, ils perdaient beaucoup moins de fonction pulmonaire que ceux qui ne le prenaient pas. On a démontré la même chose pour le nintédanib chez les gens qui avaient de la sclérodermie ou même toutes les autres formes de fibrose pulmonaire progressive. Donc, c'est à peu près des chiffres similaires pour toutes les études. On estime que c'est environ 50 de gain. Là. On perd 50 moins de fonction pulmonaire sur un an lorsqu'on prend ces médicaments-là. Parlons d'abord de la pyrphénidone. C'est le seul des médicaments qui est génériqué, donc c'est soit le générique, soit le Esbriet, c'est le nom commercial. Il se vend sous forme de pilules. Dans le fond, quand on vous les prescrit, vous recevez des boîtes comme ça.
La dose qu'on veut dans la vie, c'est 801 mg 3 fois par jour. Mais il existe des comprimés ou des capsules de 267 mg aussi, parce que 267 fois 3, ça donne 801. Ça fait plus de pilules, c'est vrai, sauf que c'est utile pour jouer avec la dose quand on en a besoin. On va en reparler quand on va parler des gestions des effets secondaires. La pirfénidone est approuvée seulement pour la FPI, la fibrose pulmonaire idiopathique, donc pas pour les autres sortes de fibrose. On va parler des effets secondaires, notamment c'est la photosensibilité. Ça veut dire qu'on fait des réactions excessives de la peau au soleil. On peut avoir des nausées, des ballonnements, des pertes d'appétit, du reflux. Ça peut même aller jusqu'à la perte de poids lorsqu'on mange moins bien comme ça. Parfois, ça peut amener de la fatigue et des étourdissements. Il faut faire régulièrement des prises de sang pour surveiller les enzymes du foie. L'autre médicament s'appelle nintédanib ou alors Ofev. Lui, il n'est pas génériqué. Il se vend juste comme ça, sous cette forme-là. La dose cible, c'est 150 mg 2 fois par jour. Ça, c'est un comprimé. Il existe aussi des comprimés de 100 mg lorsqu'on veut baisser la dose pour notamment des effets secondaires. Lui est approuvé pour la FPI, mais aussi pour la fibrose pulmonaire liée à la sclérodermie, puis aussi pour la fibrose pulmonaire progressive, peu importe sa cause. Les effets secondaires du nintédanib ne sont pas les mêmes que celles de la pirfénidone. Dans la grande majorité des cas, jusqu'à 70 des patients vont avoir des diarrhées. Habituellement, c'est des diarrhées qu'on est capable de contrôler, qui ne nécessitent pas d'arrêter le médicament. Parfois, ça peut faire des nausées, des ballonnements. On évite de prescrire ce médicament chez les gens qui prennent des médicaments qui éclaircissent le sang, des anticoagulants. Pourquoi? Parce que les anticoagulants et le nintédanib ensemble, ça peut faire augmenter une petite affaire, le risque de saignement. Parfois, on n'a pas le choix de le faire, mais on informe le patient. Puis lui aussi, la même chose que la pirfénidone, il faut faire des prises de sang pour surveiller les enzymes du foie. Maintenant, quel antifibrosant choisir pour quel patient? Reprenons l'exemple de Pierre. Vous vous rappelez que lui, il avait un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. Bien, lui, on peut lui laisser le choix parce qu'en fait, il faut décider quels effets secondaires sont les moins pires selon la perception de chacun. Lui, ça le dérange vraiment beaucoup d'avoir la diarrhée, bien, c'est sûr qu'on va préférer la pirfénidone. Ici, au contraire, il va dire, ben là, moi, je suis un joueur de golf, je suis tout le temps au soleil tout l'été, ça va être difficile de ne pas m'exposer au soleil. Ben, à ce moment-là, on va préférer le nintédanib. Il faut juste garder en tête que ces médicaments-là, ils ont une efficacité similaire. Donc, on laisse le choix au patient quand on a le loisir de choisir. Par contre, Pierre, la pogne ici, c'est que lui, il prend déjà un anticoagulant, donc un médicament qui éclaircit le sang. Dans ce temps-là, comme je vous l'ai dit, on va essayer d'éviter le Ofev, le nintédanib. C'est pour ça que chez lui, on a choisi la pirfénidone. Pour ce qui est de Nicole, vous vous rappelez qu'elle a une fibrose pulmonaire progressive, mais elle n'a pas beaucoup le choix parce qu'il y a juste le nintédanib qui a été approuvé pour traiter la fibrose pulmonaire qui n'est pas de la FPI. Donc, c'est avec ça qu'on est allé pour elle. On se rappelle par ailleurs que Nicole, elle prenait déjà d'autres médicaments, parce que 20 ans avant, on lui avait diagnostiqué sa sclérodermie systémique, qui est une maladie auto-immune qui peut atteindre la peau, les articulations, le système digestif, les poumons, les vaisseaux sanguins. Ça touche plus souvent les femmes entre 40 et 60 ans. Puis pour la traiter, on lui a donné des immunosuppresseurs. Ça, c'est des médicaments qui visent à abaisser le système immunitaire, réduire, renverser l'inflammation qui attaque les poumons et qui éventuellement va donner de la fibrose, des cicatrices dans les poumons. Il y a plusieurs molécules qui existent, puis on choisit la molécule selon la maladie de base, mais ils ont un effet secondaire commun, c'est vraiment le risque augmenté d'infection. Donc, immunosuppresseur, on abaisse le système immunitaire, donc on abaisse nos défenses là, pour se défendre contre des infections. C'est pour ça que quand on prescrit ces médicaments-là, on met à jour les vaccins, notamment COVID, influenza, pneumocoque, zona, hépatite, etc. Il y en a beaucoup des immunosuppresseurs. On ne va pas passer à travers toutes, mais il y en a 2 qu'on prescrit beaucoup plus souvent pour les maladies pulmonaires. Notamment la prédnisone, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà pris. On appelle ça communément la cortisone, mais son vrai nom, c'est prédnisone. Et le Cellcept, ou alors son nom plus long, c'est mycophénolate mofétyle.
La prénisone se prend en comprimé le matin. Puis les effets secondaires usuels, c'est vraiment la prise de poids, l'augmentation de l'appétit, anxiété, insomnie. Ça affaiblit les os, ça affaiblit la peau, ça fait monter le sucre dans le sang, la tension artérielle. Ça peut irriter l'estomac aussi. Le Celcept, lui, il se prend aussi en comprimé 2 fois par jour. Les effets secondaires usuels, c'est vraiment plus au niveau du ventre, hein. Donc, soit de la diarrhée ou de la constipation, ça dépend des gens. Mal de ventre, nausées, vomissements. Parfois, on peut faire enfler les jambes, monter la pression. Lui, il faut faire des prises de sang plus régulières parce que des fois, on a peur que les globules blancs baissent trop. Puis, il faut surveiller les enzymes du foie aussi. Puis, parfois, dans le fond, on peut combiner les 2 médicaments, comme on l'a fait dans le cas de Nicole, hein, le Celcept et le O5 ensemble. Suite à ça, donc on a présenté les médicaments. Il y a une question qui vient, c'est comment est-ce que je peux gérer moi-même ces effets secondaires-là dont on vient de parler? Reprenons des exemples. Pierre a des effets secondaires. Suite à son diagnostic de FPI, Pierre et son médecin ont choisi la pyrphénidone. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il prenait un anticoagulant pour son arythmie cardiaque, donc on a évité le nintédanib comme ça. Au bout de quelques semaines, par contre, il a noté une perte d'appétit, des nausées, puis il a même perdu du poids. Comment est-ce qu'on peut gérer les effets secondaires en lien avec la pyrphénidone? On suggère de prendre le comprimé pendant ou après un repas complet. Quand je dis un repas complet, une toast avec du beurre d'arachide le matin, ça compte pas. On parle vraiment d'un vrai repas avec des protéines, des glucides, puis du gras aussi. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui déjeune beaucoup le matin, il faut se forcer à ça parce que sinon, c'est presque certain qu'il va y avoir des effets secondaires en lien avec la pyrphénidone. Vous vous rappelez que je vous avais dit que ce médicament-là, il se vendait sous forme parfois de comprimés puis parfois de capsules. Les comprimés, ils sont mieux tolérés que les capsules. Donc, il faut s'assurer que si vous avez des effets secondaires, que votre médecin demande à votre pharmacien de servir des comprimés et non pas des capsules. Ça aide beaucoup pour la gestion des effets secondaires. Puis si malgré tout ça, là, on a encore des effets secondaires, on peut faire des pauses de traitement, le temps de reprendre un peu le contrôle, puis même de réduire la dose. C'est pour ça que de prendre plus de comprimés de petite teneur, c'est aidant. Parce que si on prend un gros comprimé 3 fois par jour, ben, on ne peut pas vraiment réduire. Mais si on prend 3 petits 3 fois par jour, ben, on peut réduire à 2 comprimés 3 fois par jour, par exemple, pour essayer de trouver la bonne dose pour soi, au moins momentanément, là, le temps que les effets secondaires se tassent. Pour ce qui est des autres effets secondaires, vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il y avait un risque de photosensibilité, hein, donc de vraiment des brûlures au niveau de la peau. Il faut vraiment éviter le soleil. Mais si l'exposition est inévitable, il faut mettre de la crème solaire avec un FPS d'au moins 50, chapeau, manche longue. Passons à Nicole, parce qu'elle aussi a des effets secondaires. Elle prenait déjà du Celcept, hein, le mycophénolate, pour sa sclérodermie. Ça faisait quelque temps qu'elle le prenait, puis ça se passait bien. Là, on a décidé de rajouter le nintédanib là, pour sa fibrose pulmonaire progressive. Par contre, au bout de quelques temps, elle se plaint d'avoir des diarrhées plusieurs fois par jour. Puis ces diarrhées-là viennent avec des crampes. Comment est-ce qu'on peut gérer les effets secondaires de ce médicament-là? Bien, premièrement, il faut savoir que d'ajouter le nintédanib avec un autre médicament, comme notamment le mycophénolate, ça n'empire pas le risque de diarrhée ou d'autres effets secondaires. Donc, c'est ce que des études nous ont démontré, puis c'est quand même rassurant. On se sent plus à l'aise de prescrire ce médicament-là à des patients comme Nicole. Mais vraiment, pour gérer les diarrhées, il ne faut pas se gêner avec les médicaments antidiarrhéiques. Le plus fréquemment prescrit, là, c'est le loperamide, le Imodium, hein. Vous savez, c'est le médicament qu'on prend quand on va dans le sud pour éviter les diarrhées, là. On peut aussi ajuster sa diète. Donc, si on a beaucoup de diarrhée dans la journée, il faut reprendre cette eau-là qu'on a perdue, donc bien s'hydrater. Il faut éviter les choses qui empirent les diarrhées, comme le café, le thé, l'alcool, les produits laitiers, puis les aliments riches en fibres. Éventuellement, vous allez finir par trouver la diète qui vous va bien pour vos intestins à vous. Comme je vous ai dit, statistiquement, c'est rare qu'on arrête ce médicament-là à cause des effets secondaires. Il faut juste trouver comment les gérer soi-même. Puis pareil, comme pour la pyrphénidone, on peut faire des pauses, le temps de comme reprendre le contrôle de la situation, puis on peut réduire la dose. Il existe des comprimés de plus petite teneur pour le nintédanib. Il demeure efficace quand même. Il y a une question qui revient souvent auprès des patients, c'est OK, il m'a prescrit des pilules et tout, mais là, pourquoi il ne m'a pas prescrit de pompe, hein? Mon frère, il est dans la sixième, je prends des pompes, pourquoi moi, j'ai pas besoin de pompe?
Je reviens à la petite leçon d'anatomie que je vous ai faite tantôt. Vous vous rappelez le poumon avec la trachée, les bronches, puis les alvéoles. Vous vous rappelez que j'avais dit que la fibrose pulmonaire, c'est une maladie qui atteint beaucoup l'espace entre les alvéoles et les alvéoles elles-mêmes. Ce n'est pas une maladie qui touche les bronches ou les bronchioles, les petites bronches. Sauf que les inhalateurs, c'est des bronchodilatateurs. Eux autres, quand on les inhale, ils s'arrêtent au niveau des bronches. Ils ne vont pas plus loin que ça. Donc, c'est des médicaments qui vont aider à dilater les bronches, peut-être même un petit peu enlever l'inflammation au niveau des bronches, mais ils ne vont pas vraiment agir au niveau de l'alvéole ou de l'interstice, de l'espace entre les alvéoles. Donc, ce n'est pas vraiment utile pour des gens qui ont de la fibrose pulmonaire idiopathique. Dans certaines maladies un peu plus rares, ça se peut qu'on ait de la fibrose et une maladie qui touche les bronches en même temps. Dans ce temps-là, on peut les prescrire. Mais en règle générale, la fibrose pulmonaire dite usuelle, ce n'est pas très utile. Ça arrive parfois que les patients ont déjà essayé des pompes pour X ou Y raison avant, puis ils disent que ça leur fait du bien. Si ça leur fait du bien, on ne les enlève pas, mais on ne les prescrit pas d'emblée. Sinon, comment est-ce qu'on peut améliorer les autres symptômes? Étant donné que j'ai passé quand même du temps à parler de tous les autres médicaments et de la gestion des effets secondaires, je n'ai pas plus élaboré que ça. Par contre, je vous réfère vraiment à la gestion des traitements non pharmacologiques. Il y a 2 présentations super intéressantes que je n'avais pas envie de refaire finalement parce qu'elles sont déjà très bien faites. Il y en a une qui s'appelle la fibrose pulmonaire au quotidien. Ça a été fait par les infirmières cliniciennes Marie-Ève Hintz et Anne Nguyen, accessible sur la chaîne YouTube. Puis je vous ramène aussi à la présentation de Dr. Hélène Mangana sur les traitements non pharmacologiques de la fibrose pulmonaire qui est accessible sur la chaîne YouTube aussi. Là. Donc, on parlait un petit peu des effets bénéfiques des traitements qui ne sont pas des médicaments comme la réadaptation pulmonaire, comme l'oxygène, comme finalement la transplantation pulmonaire, on en parle un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas d'oxygène à tout le monde? Puis dans le fond, la présentation sur la fibrose pulmonaire au quotidien, ça explique un petit peu comment accepter un peu une fois que la maladie est là, puis qu'on l'accepte, comment est-ce que le quotidien peut être plus facile à vivre, comment est-ce qu'on peut répartir son énergie, répartir les repas, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment comme une façon de vraiment aider les symptômes, outre que de traiter la fibrose pulmonaire. En conclusion, si on revient un petit peu à nos objectifs, on a vraiment décrit les traitements actuels reconnus, puis j'ai essayé de vous expliquer comment est-ce que le médecin choisit le meilleur traitement en fonction du patient. On a parlé aussi beaucoup de comment prendre en charge les effets secondaires des traitements, autant de la part du médecin, mais aussi de votre part à vous en tant que patient qui vivez des effets secondaires. Puis des pistes de solutions pour la gestion des autres symptômes, c'est vraiment des traitements non pharmacologiques, qui n'impliquent pas nécessairement des médicaments. Avez-vous des questions?